On va revenir à l'exemple où on déterminait la population moyenne par pays lorsqu'on n'incluait pas la Chine puis l'Inde. Vous vous rappelez qu'on n'avait pas eu un super estimateur, notre intervalle de confiance était seulement à 80%. Fait que on va rechercher notre ensemble de données. Je ne garde que les pays qui ont une population plus petite qu'1 milliard en 2011. Fait que je garde tous les pays sauf la Chine puis l'Inde. Et puis là, mon sommaire me dit que ben, ce sont des pays dont la population varie de 56 000, grosso modo, à peu près 312 390 000. Puis ben, on a des statistiques sommaires, là, comme le premier quartile, la médiane, la moyenne. Troisième quartile, la médiane, c'est ce qu'on va la moyenne, c'est ce qu'on va vouloir estimer. On veut s'approcher de cette valeur-là, qui est à peu près 23 millions. Je vous rappelle que si je prends cette population-là, puis que je fais un histogramme, c'est une population qui est asymétrique. On se retrouve avec des pays beaucoup de pays qui ont une très petite population, puis là, ben, des plus gros pays comme les États-Unis puis la Russie, l'Indonésie, et ainsi de suite, des pays qui ont des plus grandes populations. On n'a pas l'Inde puis la Chine qui se retrouveraient par là-bas. Alors, on va faire des strates de population. Je vais séparer mes pays en 5 strates. Ça prend pour acquis que j'ai déjà une base de population avec les populations des pays. Puis là, ben, si j'ai déjà ça, peut-être que vous vous demandez pourquoi je prends la peine de faire un échantillonnage. Parce que je connais déjà les populations, mais on prend pour acquis, là, pour quelque raison que ce soit, on s'intéresse quand même à la population, même si on connaît déjà la population. Fait que les strates qu'on va faire sont les strates suivantes. On sépare les pays. La strate 1, ce sont les pays dont la population varie de 0 à 10 millions. La strate 2 de 10 millions à 25 millions. La strate 3 de 25 millions à 50 millions. La strate 4 de 50 millions à 100 millions. Puis finalement, la strate 5, tous les pays qui ont une taille de plus de 100 millions. Quand je fais des échantillons maintenant, quand je prélève un échantillon, je vais m'assurer d'avoir un certain nombre dans chacun des strates. Et là, je m'assure de ne pas me trouver par accident seulement avec des pays à faible population ou seulement avec des pays à forte population. Fait que je choisis un échantillon, puis il va être étendu, si vous voulez, dans toute la population, selon ces strates-là. Pour ceux que ça intéresse, je peux même calculer ici le nombre de strates dans chaque pays, étant donné que je viens de créer une nouvelle variable, la variable strat, qui n'existait pas dans l'ensemble de données. Là, je l'ai créée ici, avec la fonction mutate. Je crée une nouvelle variable strat. Puis là, je fais le tableau des fréquences. J'ai 105 pays dans la première strate, 35 dans la seconde, 21 dans la troisième, 13 dans la quatrième, puis 9 dans la cinquième. Ça correspond un peu à ce que vous vous attendriez voir, là, si vous faites vos séparation de la bonne façon. De 0 à 10 millions, ainsi de suite. Là. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça intéresse, ça vous intéresse pas nécessairement, mais supposons qu'on s'intéresse à un échantillon de taille 20. Puis on va utiliser environ, de façon proportionnelle, NIPI par strate I. Ça fait que si j'en prends 20, je veux que les proportions soient préservées. Je vais devoir en prendre à peu près 11,47 de la première strate, 3,82 de la deuxième, 2,29 de la troisième, 1,42 de la quatrième, puis 0,98 de la cinquième. Ce ne sont pas des entiers exacts. Je n'aurai pas ce que je veux. Je ne peux pas choisir 11,45 pays. Je vais jouer un peu avec ces chiffres-là éventuellement. Là, peut-être que je prendrais 1 dans la cinquième strate, 1 dans la quatrième, 2 dans la troisième, 4 dans la deuxième, puis le restant des pays dans la première strate. Je pourrais le prendre de la façon suivante. On va voir plus tard comment déterminer les bons choix pour le nombre d'entiers dans chaque strate. C'est ce qu'on appelle l'allocation ou la répartition.
l'échantillon. On va aussi voir que la répartition proportionnelle, c'est pas toujours la meilleure idée, pas toujours la bonne approche à prendre. On va en reparler. Je peux faire des statistiques sommaires dans chacune de mes strates, et c'est ce que j'ai fait ici. Puis vous vous rendez compte évidemment que les minimums puis le maximum puis la moyenne dans chaque strate n'est pas la même. Et c'est normal puisqu'on a séparé la population en fonction des populations par pays. Fait que dans la première strate, je ne devrais pas me retrouver avec un maximum qui est plus grand que 10 millions. Ce sont tous les pays dont la population était plus faible que 10 millions. Et ainsi de suite. Ça fait que ce que je vois ici n'est pas surprenant. Au fur et à mesure qu'on avance dans les strates, de la façon dont j'ai construit mes strates, je m'attends à ce que la population moyenne augmente, que le minimum augmente, que le maximum augmente, que premier quartile, puis le troisième quartile, puis la médiane. Toutes ces affaires-là devraient augmenter. Puis c'est effectivement ce que je vois. Fait que là, on va prendre une série d'entiers qui va nous donner 20, qui s'additionne à 20, puis qui s'apparente à la représentation proportionnelle, c'est-à-dire qu'on a les pourcentages dans l'échantillon qui devraient ressembler un peu au pourcentage dans la population, les proportions dans la population. Je t'avais dit 1, 1, 3, 4, 11, ben c'est ce qu'on va utiliser ici, dans l'ordre inverse. Ça fait que je fais un échantillonnage aléatoire simple pour chacun mes strates. Je vous ferai attention de la façon dont je le fais ici. J'ai séparé en strates, mais je n'ai pas vraiment séparé mes indices. Je les ai ordonnés pour que il y ait de la population la plus faible à la population la plus élevée. Mais par exemple, supposons que je vous avais dit qu'il y avait comment je l'avais en trou. Je l'avais fait ici. Ouais, j'avais 105 pays dans la première strate. Fait que mes indices 1 à 105 représentent les pays dans la première strate, puis l'indice 106 représente le premier pays dans la deuxième strate, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'en aille 105 plus 35. Et ça, ce sont tous mes pays dans la première strate puis deuxième strate. Mais l'indice 35, c'est un indice qui correspond au pays dans la première strate. Fait que si je veux avoir, par exemple, le dernier pays dans la deuxième strate, je dois faire tous les pays dans la première strate. Fait que j'ai 105 indices, plus les 35 de la deuxième strate. C'est un peu ça que je fais ici. Quand vous étudiez le code, je ne vous dis pas que c'est le code parfait, là, mais je veux juste vous donner une façon de vous rendre où on cherche à se rendre. Prenez la peine, peut-être, de compiler seulement des petites parties du code. Vous ne devriez pas compiler le code au complet, puis juste lire le résultat. Vous essayez de comprendre ce que le code fait au fur et à mesure. Fait que là, je fais un échantillon aléatoire simple de taille 11, 4, 3, 1, puis 1 par strate. Puis dans ce cas-ci spécifique, j'ai choisi un certain seed pour la réplicabilité. Fait que je me retrouve avec une moyenne d'échantillons de 21 703 000. Vous aurez peut-être une valeur différente si vous prenez un seed différent. On peut le trouver. La précision, l'estimation est en fait assez bonne, right? Parce que on a un estimateur de 21 703 000, puis on sait que la vraie moyenne de population, c'était 23 301 000. Ça fait qu'on dit, c'est pas mauvais comme estimation. Mais il faut quand même penser que l'approche naïve, parce que l'estimateur qu'on choisit, qui a cette forme-là, 1 sur 20 fois la population, la somme des populations des 20 pays qu'on a choisi, 11 dans la première strate, 4, 3, 1, 1, et ainsi de suite, il n'y avait pas toute la même probabilité d'être choisi. Quand on fait l'estimateur directement comme ça, la moyenne directe, ça prend pour acquis que chaque observation avait la même probabilité d'être choisie. Mais ce n'était pas le cas parce que il y a des pays ou des proportions où est-ce que c'est... Bon, j'avais juste... Combien de pays j'avais dans la dernière strate? J'en avais 9. J'en choisissais toujours une de ces 9-là. Fait que les 9 plus gros pays avaient une chance sur 9 d'être choisis. Puis je prends, par exemple, la 4e strate. Il y avait 13 pays dans ma 4e strate. Puis j'en ai sélectionné seulement un seul.
Fait que les pays de la quatrième strate avaient une probabilité seulement de 1 sur 13 d'être choisis dans l'échantillon. C'est pas la même chose, 1 sur 9 puis 1 sur 13. Fait que c'est pas vraiment un EAS. On peut pas nécessairement juste se servir de la formule de la moyenne empirique, l'estimateur de la moyenne dont on se servait pour l'échantillonnage aléatoire simple, parce que les probabilités n'étaient pas les mêmes ici. Probabilité de sélection. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pondérer la moyenne dans chaque strate. On va en discuter plus tard aussi. Cette pondération-là dépend de la taille de la strate au départ. Si on tient compte de ça, la moyenne qu'on obtient, c'est 23 170 768, puis en fait, c'est très près de la vraie valeur de la population moyenne, plus près que ce qu'on avait fait lorsqu'on faisait seulement la moyenne empirique des moyennes dans chaque strate. Je vous parle de ça. Là, j'ai fait une décision d'utiliser R à place d'utiliser SAS comme logiciel. Et puis, une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est qu'avec R, vous avez le contrôle sur votre code. Ben, vous pouvez aussi avoir le contrôle avec SAS. Mais en général, ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'il faut avant d'utiliser les librairies, puis les fonctions déjà écrites, déjà compilées dans un logiciel comme SAS puis R, il faut s'assurer de bien comprendre comment les choses fonctionnent. La première version de l'échantillonnage aléatoire stratifié, on n'a pas encore parlé, mais on va en parler, c'est un peu ce qu'on vient de faire ici, dans SAS, ben, elle calculait la valeur moyenne comme ça ici, l'approche naïve, l'estimateur moyen. Elle ne calculait pas en pondérant en fonction de la taille des strates. Puis au départ, les gens ne s'en rendaient pas compte. Ben, les gens ne savaient pas parce qu'ils s'attendaient à ce que ça se fasse de la façon dont ça devait être fait. Puis on n'a pas tendance à douter des résultats qu'on obtient dans un ordinateur. Fait qu'il y avait eu un manque de communication par rapport à ce que le défaut ou l'option de défaut de la routine de stratification faisait dans ça. Ça fait longtemps, là. C'est plus un problème. C'est juste que si vous utilisez une routine déjà compilée, une fonction qui existe déjà, puis vous n'avez pas très bien compris ce qu'elle fait, bien, vous obtenez des résultats qui ne sont pas nécessairement ce que vous pensez que vous avez calculé ou ce que vous avez obtenu. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous demande, dans ce cours-ci, d'écrire votre code là, à la mitaine, du début jusqu'à la fin. Même si ce n'est pas un code très efficace. Parce que les codes que j'écris ici ne sont pas très efficaces, mais ça fait ce que c'est supposé faire. Je vous demande de faire la même chose pour les autres. On pourrait répéter la procédure que je viens de vous expliquer. On peut le faire à 500 reprises. Là, à place d'utiliser la répartition j'utilisais ici. À place d'utiliser 11, 4, 3, 1, 1, je vais utiliser une répartition, une allocation un petit peu différente. Je vais choisir toujours 9 pays dans la première strate, 3 dans la seconde, 3 dans la troisième, 3 dans la quatrième, puis 2 dans la dernière. La raison, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de pouvoir trouver des estimateurs de la variance dans chacune des strates. Puis si j'ai juste choisi un pays dans une strate, je ne suis pas capable d'avoir une variance. Ça fait qu'il faut en choisir au moins 2. Sans ça, c'est pas un super bon choix pour des raisons théoriques. Fait que je fais cette répartition-là, je le fais à 500 reprises. On va étudier, si vous voulez, la moyenne empirique de chacun des échantillons. Fait que ça, c'est le code qui vous permet de vous rendre là. Vous l'étudierez quand vous aurez le temps de le faire. Vous irez dans l'exemple du code puis vous vérifiez que ça fait bien ce que c'est supposé faire. On fait le sommaire des moyennes et là, on retrouve les moyennes suivantes. Il y a des échantillons où la moyenne des moyennes, il y a des échantillons, pardon, où est-ce que la moyenne de population est faible, seulement 17 millions. Il y en a où est-ce que la moyenne des populations est plus élevée, 29 millions, mais en général, on se retrouve pas trop loin du 23 179 372 avec le seed que j'ai choisi. Fait que j'ai fait ça à plusieurs reprises, puis ben voici l'allure de l'histogramme de mes moyennes empiriques.
C'est pas tout à fait une loi normale. Hein? Il y a l'air d'avoir des petites bosses ici et là, mais peut-être c'est juste parce qu'on ne l'a pas fait assez souvent. C'est quelque chose qui ressemble plus ou moins à une loi normale. La forme de distribution est plus près d'une loi normale, comme je vous dis, mais si je la compare à la distribution des Y-bars que j'avais obtenues quand j'ai fait le EAS, la variance d'échantillonnage est beaucoup plus faible. On s'en rend pas compte parce que j'ai pas placé ici l'histogramme sur la même échelle. Mais si je compare l'histogramme des valeurs moyennes qu'on obtient en faisant la stratification à celui qu'on obtient en faisant l'échantillon aléatoire simple, mais vous remarquez que la dispersion ici, sur la même échelle, est beaucoup plus faible. Quand on dit, par exemple, qu'on préfère une méthode d'échantillonnage à une autre, c'est à cause de ça ici. La variance, la dispersion est plus faible. Et donc, si je prenais un échantillon au hasard, en général, j'en ferais pas 500 échantillons de EAS puis d'STR, j'en fais qu'un seul, j'en prends qu'un seul. Ben, la chance que je me retrouve loin de la vraie moyenne, c'est plus faible parce que il y a moins de variance, il y a moins de dispersion. Alors qu'ici, je pourrais me retrouver assez loin de la vraie moyenne, qui est ici. Plus de chances d'avoir été malchanceux avec mon choix d'échantillon. Ici, j'ai moins de chances d'être malchanceux. Moins de possibilités d'être malchanceux. C'est ce que ça veut dire. Ça ne sera pas toujours le cas que l'échantillonnage stratifié nous donne une distribution empirique des moyennes qui est tellement plus serrée, qui est moins dispersée que l'autre, mais ici, c'est un exemple où c'est ça qui se passe.